Nous avez rejoint Luc Ferry et nous sommes en direct aussi avec Danny Cohn-Bendit. Merci et bonsoir à l'un et à l'autre. Ces images Bachar el-Assad, regardez, avec des précisions qui arrivent à l'instant, selon les agences russes, selon l'agence TASS notamment, depuis plus de 50 ans. Luc Ferry. Oui, moi j'ai connu, là c'est pas mieux, enfin ce sera peut-être mieux seconde. Vous le disiez tout à l'heure très bien d'ailleurs, Darius, de même qu'il n'y a pas d'hitlérien mouvement à propos des talibans, et donc je pense que ce qui vient après n'est pas le fameux Joulani. Alors il a un nom qui consonne un peu comme celui du maire de New York, mais enfin c'est pas la même écriture. C'est un frère musulman, donc c'est quelqu'un qui a en tête, c'est inévitable, et c'est pas à peine de tourner autour du pot. La seule bonne nouvelle, c'est que c'est évidemment anti-iranien, c'est un sunnite, c'est pas un chiite, mais enfin les alaouites ils sont là, donc il va y avoir qui va rester chez lui. Et ce qu'il demande au fond à Moscou et Washington, c'est de ne plus intervenir. Et voilà, il veut être maître chez lui, charbonnier maître chez lui, comme disait, je crois que c'était Goebbels, voilà. Et donc, il veut rétablir le califat ou établir le califat, mais pas aller au-delà pour l'instant. Il sait que ce serait très dangereux pour lui d'aller au-delà. C'est au fond le seul point positif avec l'affaiblissement de l'Iran. Mais ne croyez pas que cet homme va devenir un grand démocrate, c'est pas vrai. Danny Cohn-Bendit, votre regard à vous aussi sur comment est-ce que vous balancez, disons, la joie de voir Assad tomber, si grand dictateur, et l'inquiétude, effectivement, de ce qui arrive? Moi, comme toujours, je balance pas. D'abord, je me laisse aller à la joie. Quand une dictature tombe, d'abord, je suis content. Et maintenant, de voir la voix, vous savez, j'ai pris un taxi tout à l'heure à Francfort, c'était un Syrien. Et pour lui, tout s'ouvrait, le monde s'ouvrait. Rien qu'à l'entendre, sa joie de ce qu'il m'expliquait, ça fait du bien. Donc, voilà, c'est une réalité. L'autre réalité, tout le monde l'a décrit. Il y a un problème maintenant. Il y a Joulani. D'ailleurs, si vous voyez l'image, il me rappelle Fidel Castro. Regardez bien sa tête. Ça ressemble un peu à Fidel Castro. Bon, pas sûr que ce soit la même ligne, cependant. Hein, oui, il y a quelques différences. Que ce soit une bonne nouvelle. Je parle de physique. Mais il y a quand même encore des forces disons démocratiques, armées, qui ont participé à l'insurrection, et il y a les Kurdes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, au contraire des talibans, quand ils ont pris Kaboul, par exemple, il y a quelques mois, ou il y a un an, on comprend pas l'évolution. Et puis, alors on peut faire un pari, j'avoue que c'est un pari un peu difficile, mais l'intérêt d'Erdogan, qui a soutenu cette révolte, cette révolution, ce n'est sûrement pas qu'il y ait Al-Qaïda s'installer, ou le djihadisme ou l'islamisme radical s'installer comme ça en Syrie. Et c'est donc, et Erdogan, c'est pas ma tasse de thé à moi, mais je crois qu'il y a quand même quelques chances que ça puisse se passer autrement. Mais je voudrais faire une remarque. Ce qui me fascine aujourd'hui, on est tous étonnés de la rapidité de l'effondrement du pouvoir d'Assad. Alors, je sais qu'il y a des tas de spécialistes au monde. Tout le monde sait tout, toujours sur tout. Et ça me rappelle l'effondrement, tout à fait différent, de l'ex-Allemagne de l'Est. Ça s'est fait en quelques mois, tout d'un coup, et cet État qu'on déclarait comme le 7e État économique du monde, une capacité économique incroyable, s'effondre, mais comme un château de cartes, comme ça, sans que personne ne l'ait prévu. Personne n'a prévu comme cela, même anticipé quand ça a commencé, qu'il puisse y avoir cet effondrement à Damas. Et donc je dis simplement, faisons attention. Peut-être qu'il se passe là-dedans, dans cette société qui, de la révolution arabe, qui était au début démocratique, il y a peut-être une possibilité de sursaut de la société syrienne. Danny Cohn-Bendit, pardon. Je vous pose la question à tous deux. Si on regarde les précédents, est-ce qu'il n'y a pas une constante de sous-estimation de la puissance islamiste? On voit le nouveau pouvoir, on verra ce qu'il est exactement, mais enfin la puissance militaire dominante, ce sont les islamistes. Après le printemps arabe, on rêvait. Ce sont les islamistes qui ont été forts. Et en réalité, dans toute cette région,
alors quand ils sont pas franchement au pouvoir, comme ils le sont par des régimes genre les monarchies du Golfe, ils y arrivent. Oui, on tombe de Charybde dans Scylla et c'est deux monstres abominables et je vois pas pourquoi je devrais préférer le deuxième au premier, voilà. Et donc c'est bien d'être optimiste, mais il faut pas être naïf. On a affaire encore une fois à quelqu'un qui est d'abord, on a affaire à un pays qui est très multiculturel. Il y a des Alaouites qui sont des chiites, on a des chrétiens, on a des Kurdes et donc la question de la guerre civile qui risque de se mettre en place. Il y a la libération des prisonniers qui sont des gens dont certains sont épouvantables, donc ils vont venir aussi attaquer l'Occident. Donc c'est pas forcément une aussi bonne nouvelle qu'on pourrait le croire. Voilà. Par ailleurs, on a affaire à quelqu'un. Jolani est un type cultivé. C'est mon ami Choura qui me le rappelait tout à l'heure. Je parlais avec lui en venant pour voir ce qu'on en pensait là-bas en Israël. Bon, c'est un type cultivé. C'est un type qui parle l'arabe ancien. Voilà, ce qui est assez rare là-bas. Et donc c'est un homme cultivé. Mais je vous rappelle que Ben Laden était très cultivé aussi. Corruptio optimi pessima, comme dit l'adage. La corruption des meilleurs est la pire. Voilà. Et donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce qui va se passer. Guerre civile, libération des prisonniers et de toute façon installation du califat. Voilà, donc je pense que la seule bonne nouvelle, encore une fois, c'est l'affaiblissement de l'Iran et le fait que ce type reste chez lui. Il n'a qu'une envie, c'est que les Américains s'en aillent, parce que les Américains ont des territoires là-bas. Mais d'ailleurs, Trump l'a dit, il a dit, mais moi, la Syrie, je m'en fous, c'est pas mon problème qu'ils se débrouillent. Il l'a dit, avec sa brutalité, sa vulgarité habituelle. Et de la même manière, Moscou a laissé tomber Bachar el-Assad. Ce qui veut dire que Moscou a pressenti que ces gens allaient gagner, et qu'ils veulent pas perdre leurs deux bases aériennes et bases navales, qui sont très importantes pour la place de la Russie en Méditerranée. Et donc, voilà, il va se retrouver, les deux grandes puissances, Washington et Moscou, vont le laisser tranquille, et il va pouvoir installer son califat sur place. Donc moi, j'attends de voir, mais bon, je trouve qu'il faut pas être naïf, et que c'est pas forcément... oui, puis voilà, on voit, je sais pas non plus pourquoi ces gens éprouvent sans arrêt le besoin de tirer à la mitraillette à chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif. Cas d'école, puisque il faut rappeler, d'abord, Bachar lui-même a menti quand il disait être un rempart contre l'islamiste. Il a lui-même parfois libéré beaucoup de djihadistes quand ça le servait. Oui, et aujourd'hui, il y a des djihadistes qui sortent de prison. Il y a des malheureux c'est Daesh. Mais il y a aussi des djihadistes dangereux. Que faire pour ceux qui veulent rentrer en France? Il y a possiblement d'ailleurs aussi des Français qui ont trahi. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils restent en prison là-bas, ou est-ce qu'il faut leur donner, comme certains leur disent, une chance de s'amender et de rentrer en France? Dany et Luc. Dany d'abord. D'abord, c'est une question, Darius, à laquelle je ne peux pas répondre. Ça vaut mieux. J'en sais rien. On ne sait pas quelle sera la structure de ce pouvoir. Non, mais c'est une question de sécurité, là. Oui, mais la question de sécurité, on pourra y répondre quand on aura, on verra quel sera le public. Vous dites, si je vous dis aujourd'hui, Darius, ça vaut mieux qu'il reste là-bas, mais que personne ne veut les garder là-bas. S'ils ne restent pas là, s'ils restent là-bas, ils seront en liberté. Voilà. C'est pour ça que votre question, elle n'a pas de sens ce soir. Je m'excuse, elle n'a pas de sens. Merci. Mais d'un autre côté, encore une fois, il faut vous rappeler que le début de la révolte syrienne était une révolte non islamique qui a été massacrée par Assad et reprise par les islamistes. Donc la question, je pose qu'une question, je suis naïf, j'ai été toute ma vie naïf, c'est pas grave. Je pose la question, est-ce qu'il y a encore dans la société syrienne un ressort qui date de cette époque? Je n'en sais rien. C'est pour ça que j'ai fait mon petit laïus sur les spécialistes. Je voudrais que les spécialistes qui connaissent la Syrie me disent où sont passées les centaines de milliers de personnes qui au début ont manifesté contre Assad, qui n'étaient pas des islamistes. Que veulent dire les manifestations qui ont lieu aujourd'hui entre chrétiens et musulmans qui criaient tous unis? Ça s'est passé dans plusieurs villes, dans des quartiers de Damas chrétiens. Je veux savoir si c'est quelque chose qui persiste, qui existe ou non. Donc, tout le pessimisme de Luc, il a raison. Mais essayons de voir, d'espérer qu'il puisse aussi peut-être y avoir autre chose.
Je dis pas ça va se passer autrement. Je dis simplement c'est inintéressant de répéter tous la même chose. Donc moi j'ai décidé de vouloir savoir oui, je veux être original, ça c'est déjà pas mal. Hein, et deuxièmement, où est passé ce potentiel démocratique qui a existé au début de la révolte contre Assad? Oui, alors bon, moi je rappelle que ce monsieur Djoulani vient d'Al-Qaïda et de Daesh, hein, c'est les deux. Il a les deux. Il a les deux, c'est un agréable mélange des deux, qu'il veut très certainement comme frère musulman, ça a toujours été le but des frères musulmans, donc je n'y reviens pas, installer un califat. Il faut que les gens, peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas ce que ça veut dire califat, ça veut dire vraiment installer la charia et une théocratie, voilà. Et en plus, ça veut dire que le big boss se prend pour l'héritier direct du prophète, hein. Donc le calife, ça veut dire qu'il est le représentant, donc il a une autorité absolue, il est le représentant du prophète sur terre, et il peut dire le bien et le mal, voilà. Moi je pense que c'est ça qui nous attend, et je voudrais rappeler que, alors là où je peux rejoindre Dany, sans être optimiste, voilà, on peut rappeler que la Syrie, c'est un pays qui est absolument pétri d'histoire grecque et chrétienne. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Palmyre avant que Daesh ne détruise l'essentiel, mais c'était sublimissime. Et en effet, comme le rappelait d'ailleurs Pierre Sergent tout à l'heure, vous avez plein de restes d'églises, de restes de la chrétienté, voilà. Et donc tout ça, évidemment, c'est ce que Daesh a voulu détruire. Mais de chrétiens souvent empêchés de pratiquer leur religion comme ils le voudraient, évidemment, absolument, dans la région en général, et là en particulier. Absolument. Et moi, j'ai rencontré des chrétiens syriens. Alors, je sais que c'est horrible à dire parce que, franchement, Bachar, je veux dire, Hitler, voilà, il a rien à lui envier, je veux dire. Et les salles de torture, j'y reviens pas, c'est abominable. Mais moi, j'avais des amis chrétiens qui me disaient, si Bachar tombe, c'est Daesh, et Daesh, on est égorgé dans le quart d'heure, voilà. Donc j'attends de voir, mais je pense que les Occidentaux doivent être extrêmement prudents. Et moi, je suis désolé, mais quand les types font partie de Daesh et qui sont en prison, je préfère qu'ils restent là-bas, même s'ils sont libres, hein. Je préfère qu'ils soient libres en Syrie plutôt que libres en France. Dany ? Oui, tout ça c'est vrai. Ouais, tout ça c'est vrai. Mais non, attendez. Il y a une tradition laïque du Baas, du Parti communiste syrien qui a été très fort. Et puis, bon, et parlons des Kurdes. Sérieusement. Il y a des Kurdes, exactement. Laïcs. Des Kurdes qui sont dans le nord, qui sont très armés, qui sont très organisés, et les Kurdes ne vont pas permettre dans leur territoire l'installation du califat. Ils ne vont pas le permettre. Ils n'ont pas permis que... donc, c'est peut-être la guerre civile, je n'en sais rien. Mais reprenons aussi sur l'histoire de la Syrie, sur cette société donc qui... Non, mais d'abord, oui, j'oubliais. Il faut quand même dire une chose. Pourquoi cette révolution, et ça m'étonne que personne ne le dise, pourquoi cette révolution a été aussi rapide? C'est parce qu'Israël a détruit Hezbollah. C'est le résultat de la destruction d'Hezbollah. La dernière fois de l'offensive des islamistes a été que c'est le Hezbollah qui avait sauvé Bachar. L'Iran ne peut pas, parce que l'Iran a été touché beaucoup plus durement qu'on ne l'ait compris par Israël, et que le Hezbollah a été complètement démembré, désarticulé par Israël, et donc ne pouvait pas venir en aide. Donc il y a aujourd'hui, si vous voulez, le problème en Syrie est de savoir que va devenir cette volonté de liberté qui s'exprime dans la rue. À la différence, par exemple, de la prise de pouvoir de Khomeini. La prise de pouvoir de Khomeini, il n'y avait pas eu cette force démocratique comme il y avait eu il y a je sais pas, 7-8 ans, là, le début de la révolution syrienne. Donc, je dis, voilà, est-ce que dans la société syrienne, et ça, Luc n'en sait rien, Darius n'en sait rien, je n'en sais rien, la volonté de liberté n'est pas un poison aussi pour le califat. Ce que décrit Luc sur le califat, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'histoire ne se passe pas comme avant, ou un moment dans l'histoire où elle se passe différemment? Voilà ce que j'espère. Alors vous pouvez citer tous les exemples,
Vous avez oublié la Tunisie. La Tunisie, ce qui était formidable, cet espoir et ce que c'est devenu. Vous pouvez m'expliquer, me dire l'Algérie. Alors, c'est pas l'islamisme au début, mais c'est la dictature militaire partout. Mais l'histoire est intéressante parce qu'il y a un moment, elle ne se passe pas comme prévu. Et peut-être que la Syrie, ça va pas se passer comme le prévoit, ou l'inquiétude de Luc. Danny Cohn-Bendit, est-ce qu'il faut faire son deuil quand on regarde la carte de la région de l'espoir démocratique? Après, par la force, ça n'a pas marché. La guerre d'Irak, la guerre préventive menée par les Américains, ça n'a pas marché. Les printemps arabes, ça n'a pas marché. Quand on regarde la liste, évidemment, on se dit que c'est désastreux. Même des pays comme l'Arabie Saoudite, la France est tellement contente d'avoir l'Arabie Saoudite, il y a eu le voyage d'État, je crois qu'ils en sont à 300 exécutions, ils sont à leur record. Et encore, c'est un régime qui paraît presque sympathique par rapport à beaucoup d'autres régimes dans la région. Égypte, dictature militaire, leur dictateur, leur maréchal est élu, je crois, à 96%, l'Iran, on n'en parle pas, Syrie, l'Irak et le Yémen, enfin, etc. Est-ce que, au fond, et même Israël est une démocratie, mais l'esprit démocratique recule plutôt en Israël. Quand vous voyez des ministres en Israël qui sont aussi haineux, racistes que des Smotrich et des Ben Gvir, en réalité, est-ce que partout, l'esprit démocratique recule? Partout, non, pas en Europe. Dans cette région du monde. Mais dans cette région du monde, oui, parce que moi, évidemment, j'entends ce que dit Danny. J'aimerais, l'espérance, c'est magnifique. J'aimerais évidemment partager son optimisme de l'espérance. Mais voilà, ce que je vois à chaque fois depuis les révolutions arabes, c'est pas des gens qui portent des bouquets de fleurs, c'est des gens qui tirent à la mitraillette à chaque fois qu'ils sont contents. Et ça m'inquiète, Danny. Quand je vois des gens qui tirent à la mitraillette en permanence, je me dis, mais voilà. Et est-ce qu'ils sont contents? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont, ils sont contents parce que Bachar tombe, mais est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ne sont pas contents aussi parce qu'ils voient un califat, une théocratie se profiler à l'horizon? Alors, les Kurdes n'accepteront pas le califat chez eux, mais c'est pour ça que je crains la guerre civile, Danny. Parce que, précisément, voilà, on est tous d'accord contre l'ennemi. Voilà, le Bachar, c'est l'horreur, et c'est vrai. Donc, on est tous d'accord. Quand ça tombe, on est d'accord entre nous, on lutte contre lui. Mais après, une fois qu'il faut construire quelque chose de positif, je vois pas bien, en effet, les Kurdes accepter un califat. Donc, qu'est-ce qui et les Alaouites, qui sont des chiites. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? À chaque fois, on croit, et puis on tombe dans une guerre civile, sans compter la libération des prisons, qui est quand même une vraie catastrophe pour l'Europe, pour l'Occident, enfin surtout pour l'Europe. Alors, en effet, c'est l'affaire des beepers qui a permis à Jolani de renverser Bachar. Soyons très clairs, je résume les choses, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est l'affaiblissement de l'Iran grâce à Israël, et grâce notamment à la lutte contre les Hezbollah iraniens, si je puis dire, que Jolani a pu entrer en Syrie, enfin entrer il y était, mais renverser Bachar, voilà. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est la seule bonne nouvelle. Mais c'est très provisoire, parce que les frères musulmans, Danny, c'est pas mieux que l'Iran. Mais attends, tu me fais toujours la leçon comme si je te disais que c'est pas si terrible que ça. Je dis pas ça. Je dis que la dialectique de la liberté peut être une dialectique qui renverse beaucoup plus de choses. Voilà, c'est tout. C'est mon espoir. C'est quand je vois un peu ce qui s'est passé. Là encore, les manifestations ensemble qui ne tiraient pas la mitraillette, des chrétiens et des musulmans dans plusieurs villes, dans certains quartiers de Damas, comme ça a été décrit, lire Le Monde, lire d'autres médias allemands, etc. Je dis, voilà où je puise pas mon optimisme, mon espérance. Alors qu'on me dise que ça n'a pas eu lieu, qu'on me dise qu'il y a des discussions qui se passent dans la société. Alors évidemment que ceux qui ont libéré avec les armes tirent avec les armes. Mais la plupart des gens que tu vois dans la rue n'ont pas d'armes. Ils ne tirent pas à la mitraillette. Ils n'ont rien du tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Que les libérateurs soient des fous des armes, oui. S'ils ont, voilà, eux, oui, mais ils sont arrivés dans Damas, dans Homs, dans je ne sais pas où avec des armes et ils tirent avec les armes, oui. Mais même au Portugal, ils tiraient avec des armes aussi. Alors, je veux dire, il faut faire attention. Disons, à 80%, 90%, 95%, Luc a raison, ça va être terrible. Et il y a 5% dans l'histoire où ça se passe autrement.
Et moi, je veux qu'on parle aussi des moments où l'histoire se passe autrement. Oui, mais il faut... C'est d'où on peut se passer autrement. Sinon, c'est pas intéressant de faire une émission. On radote que ça va être terrible. Non, on radote jamais. Non, on radote jamais. Mais vous ne radotez jamais. Alors, ne vous diminuez pas. Est-ce que c'est le plan rêvé pour Trump? Il faut voir Trump depuis. Alors, on va pas revenir à Notre-Dame. On en parlera plus tard de Notre-Dame et de la réussite française. Attendez. Laissez-moi finir. J'ai pas répondu à une question. Alors, allez-y, répondez, Dany. Sur la démocratie, oui. Elle est en recul dans beaucoup de pays et même en Europe. Non. Quand je vois la Hongrie, alors elle est en recul, puis je vois la Roumanie où on ne sait pas très bien, etc. Quand on voit ce qui se passe en Géorgie. Donc oui, la démocratie, la civilisation de la démocratie est mal en point. La pratique de la démocratie est mal en point. La pratique de la démocratie dans un pays formidable qu'est la France est mal en point. Oui, la démocratie est mal en point aujourd'hui à des différents niveaux. Mais ce qui tous les niveaux ont de commun, c'est à leur niveau mal en point. C'est notre problème en ce moment. Et j'entends Luc qui dit c'est pas vrai. Oui, j'entends. D'abord, je te donne pas des leçons, mon cher Dany. J'expose simplement mon point de vue. C'est pas pour te donner des leçons, c'est parce qu'on est là à échanger des points de vue qui sont manifestement non pas opposés, mais divergents. Maintenant, je dis l'espérance c'est bien, mais le vieil adage si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, voilà. Et donc, je pense que il faut se préparer à ce qui se passe là-bas. Et moi, je vois non pas seulement des armes, mais je vois partout des femmes voilées. Voilà, je vois partout des femmes voilées, je vois partout des barbus, je vois partout des mitraillettes, et je me demande pourquoi ces gens sont si contents de voir Bachar tomber. Est-ce que c'est vraiment parce que ce sont des laïcs qui veulent la démocratie, ou est-ce que c'est parce que ce sont des gens qui veulent un califat? Voilà, et donc voilà, et malheureusement mon hésitation, elle est assez provisoire. Alors, rappelons, comme vous faisiez vous-même, qu'il y a de tout. Il y a effectivement les Kurdes, il y a l'armée syrienne, il y a les chrétiens, il y a les démocrates, etc. Mais la force armée dominante, ce sont les islamistes. Exactement. Et les Kurdes ne veulent pas de ça, et les chrétiens ne veulent pas de ça. Les chrétiens, moi j'ai entendu ça 100 fois. Si Bachar tombe, on se fait égorger dans le quart d'heure, parce que c'est Al-Qaïda et Daesh. Alors, Al-Qaïda et Daesh, c'est précisément ce type. Elle n'a pas de foulard. Regarde. Quoi? Il y avait une femme sans foulard. Non. Et pour être sérieux, une partie des musulmans aussi, évidemment, sont à la fois contre Bachar et contre les islamistes. Mais bien évidemment, sûr, il y a aussi beaucoup de musulmans démocratiques en Syrie. Hélas, ils sont écrasés. Mais Darius, ce sont les plus menacés. Regardez ce qui arrive à notre ami Boualem Sansal. Voilà, ce sont précisément les musulmans qui ne sont pas des islamistes qui sont les premières victimes de ces gens-là. Et donc, préparons-nous quand même à la catastrophe. Est-ce que c'est le plan rêvé de Trump? Trump, visiblement, il y a dans ses déclarations déjà ce matin, ça sent une forme de satisfaction. Il dit la Russie est affaiblie. C'est le cas. La Russie, il dit, elle est affaiblie. En Ukraine, affaiblie par la chute de son allié Bachar el-Assad. L'Iran est affaibli, mais il parle aussi de la faiblesse ukrainienne en disant qu'elle a perdu de manière absurde, c'est le mot qu'il utilise, 400 000 soldats. Zelensky nuance à sa façon, enfin il contredit un peu Trump en parlant de 43 000 morts, on ne sait pas très bien la proportion des morts et des blessés, mais enfin, visiblement, Trump est en position de force parce que tout le monde est faible ou affaibli et lui est fort. Est-ce que tout ça est le scénario idéal pour lui ? Oui, je pense que oui, et je pense qu'on peut avoir une surprise plutôt positive avec lui dans cette affaire de négociation entre Trump, lui et Zelensky. Je pense que contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ce sera pas totalement négatif pour l'Ukraine. Je crois que ce que Donald Trump a en tête et ce qu'il a intérêt à faire, c'est faire quelque chose qui relève vraiment de la négociation et du compromis, c'est-à-dire ne pas tout donner d'un coup à Poutine. Et donc je pense que ce qu'il a en tête, d'après ce qui fuite et d'après ce qu'on peut comprendre aussi de ce qu'a déjà dit Elon Musk depuis longtemps, c'est l'idée, très vraisemblablement, les territoires occupés resteront occupés. En tout cas, c'est pas par les armes que l'Ukraine les reprendra. Ça, c'est désormais certain. Si l'Ukraine reprenait une partie, ce serait par la négociation et pas par les armes. Mais l'idée, est à mon avis la suivante, c'est d'échanger, en effet, ces territoires occupés, en tout cas pour l'instant, contre une réelle protection du reste de l'Ukraine. C'est-à-dire un partenariat avec l'OTAN et avec l'Union européenne, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, je pense que il faut pas imaginer que ce sera
entièrement pro-Poutine. C'est pas le cas. Sinon, d'ailleurs, ce serait tout à fait ridicule et ce serait pas l'avantage de Trump. Mais ce que vous avez dit, Darius, est tout à fait juste. Tout le monde est affaibli, y compris l'Europe, y compris Macron, et tout le monde est affaibli aujourd'hui. Et lui, il sort comme un potentiel magistrat suprême, si je puis dire, de la géopolitique mondiale. Alors, Dany ? C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord que Trump, et je trouve que le coup de Macron n'était pas mal de mettre Zelensky et Trump ensemble à Paris avant les commémorations de Notre-Dame. Oui, Trump est très dur parce qu'il veut bien expliquer aux Ukrainiens, n'y croyez plus, vous n'y arriverez plus. Donc, il est dur. Mais en même temps, en parlant de l'affaiblissement de la Russie, il leur dit « Je sais que vous êtes faibles, donc commencez pas à me chatouiller les pieds. » C'est évidemment, c'est sa position. Parce que il veut sortir grandi, et il sortira grandi si c'est l'Europe plus l'OTAN, je ne sais pas comment, une force d'interposition, mais qui est une véritable structure de sécurité pour les 80%, pour ce qui reste de l'Ukraine, avec la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce que Poutine ne voulait pas. Bref, on peut avoir une bonne surprise, et on peut aussi voir Trump dire à Poutine à un moment, écoute, tu n'as pas la possibilité de faire autrement. Comment est-ce que vous expliquez ce nouveau ton ? Le baiser de la mort, ça va être le baiser de la mort. Ça peut être pour Poutine, je ne le nie pas. Mais Dany Cohn-Bendit, comment est-ce que vous expliquez... Juste une finie. Sur la démocratie, il est fort, mais en même temps, il affaiblit la démocratie aux États-Unis. Non. C'est comment ce que je voulais dire. Comment est-ce que vous expliquez ce changement de ton ? Il y a avant qu'il gagne, j'entendais beaucoup des dirigeants qui sont là, qui se sont précipités pour être à ses côtés, pour avoir un selfie, pour faire leur cours. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, bien sûr, oui. Il disait c'est un agent russe. Il disait c'est un putschiste. Après les événements du 6 janvier, il disait il faut empêcher qu'il vienne au pouvoir. Ouais. Et là, tout à coup, par une sorte de renversement, ils sont optimistes. Alors, est-ce que c'est de la méthode Coué ? Est-ce que c'est de la méthode Coué, ou bien le pouvoir de Trump est tel qu'ils finissent par s'auto-convaincre que finalement il est pas mal ? Là, on vient de le dire, tout le monde est affaibli aujourd'hui, et lui, il a le vent en poupe. Vous savez, il est à Notre-Dame, il faut comprendre aussi pourquoi. D'abord parce qu'il se voit, et beaucoup de chrétiens américains le voient comme sauvé par Dieu. Donc, dans son délire théologique, et il joue là-dessus, évidemment, mais peut-être qu'il y croit. Il pense qu'il a été sauvé de la mort de l'attentat, parce que rendez compte que la balle lui a quand même traversé un bout d'oreille, donc c'était à 2 centimètres près, il était mort. Bon. Et puis deuxièmement, il faut rappeler que environ 60 000 citoyens américains ont été des mécènes qui ont donné de l'argent pour la restauration de Notre-Dame. Il a ça en tête. Hein. C'est très important, ce mécénat américain qui était tout à fait inattendu. Voilà. Là où Dany, quand même... Alors, moi, j'aime bien Dany. Il est assez optimiste sur la Syrie, mais en revanche, il est pessimiste sur la démocratie en Europe et dans le monde. Je te rappellerai quand même que la démocratie, mon ami, ça va mieux aujourd'hui en Argentine, au Chili, qu'aujourd'hui, que dans les années 70. Ça va mieux même en Hongrie, mon ami. Même en Hongrie et en Pologne, ça va beaucoup mieux dans tous les pays de l'Est que dans les années 70. Et puis, ça va quand même beaucoup mieux aussi en Europe que du temps où le Franco était encore vivant, 1974, il dégage. La révolution des œillets, c'est un peu pareil, et la Grèce des colonels grecs. Bon, donc, tu vois, ça va quand même mieux. C'est pas parce que la France est dans une mouise noire que la démocratie n'a pas progressé depuis les années 70. Luc, je n'ai pas dit que la démocratie allait mal, j'ai dit elle est sous pression. Oui. Elle est sous pression. Et tu as deux choses, tu as raison. Prenons, la démocratie, c'est quelque chose de formidable, parce qu'à un moment, elle s'impose quand on n'y croit plus. Prenons le dernier sondage qui a eu lieu en Hongrie, il y a une semaine, mais Orban est battu à plate couture. À plate couture. Par cet opposant droite, libérale, centriste, etc. Donc, ça existe, tout à fait, je dis pas ça. La démocratie a la capacité de se sauver. Je dis simplement, ce que Trump est en train d'installer
dans les institutions, sur la gouvernance, c'est quelque chose de dangereux. Je ne dis pas qu'après, il n'y aura plus de démocratie aux États-Unis, mais il va falloir un ressort que c'est quand même une tentative d'usurpation de la démocratie de Trump dans ce qu'il a planifié. Mais en même temps, c'est vrai qu'une position où il doit sortir quelque chose. Je suis pas aveugle, je vois bien. Et surtout, c'est un animal politique. Et quand il voit qu'un autre animal politique comme Poutine est blessé, cornérisé complètement, il le fait. Il n'a aucune empathie pour Poutine. Simplement, il dit l'Ukraine, ça m'intéresse pas, la Syrie, ça m'intéresse pas. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que la géopolitique ne peut pas ne pas intéresser un pays comme les États-Unis. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où il est pris dans ses contradictions. Mais je suis tout à fait d'accord. La démocratie peut se sauver. J'espère qu'on va parler. Moi, sur Trump, je fais toujours la différence. On en avait parlé entre la conquête et l'exercice du pouvoir. Il est dramatiquement menteur et délirant dans la conquête du pouvoir. D'ailleurs, ça lui réussit. Mais il devient raisonnable et en plus, c'est son intérêt. Il est fou, mais il n'est pas idiot dans l'exercice du pouvoir. Quant à la faiblesse de Poutine, franchement, je vois pas où elle est parce que il a gagné la guerre. Donc, pour l'instant, c'est clair. Les territoires qu'il occupe, il ne les rendra pas, sauf peut-être par la négociation, s'il a intérêt à les rendre. Et deuxièmement, il a eu l'intelligence de lâcher Bachar en race campagne. Il n'a pas défendu Bachar, il l'a laissé tomber. Donc, il le garde chez lui, d'accord, mais il a laissé les djihadistes arriver. Alors que il avait en revanche, il était intervenu, notamment à Palmyre. Souviens-toi, à Palmyre, il était intervenu de manière extrêmement efficace contre Daesh. Donc, je dis, pour l'instant, Poutine est en position de force. Et donc, ne croyons pas à sa faiblesse. En tout cas, n'imaginons pas qu'il est complètement dans les choux. Il a gagné la guerre. Bon. Force relative, pardon. Ouais. C'est ce que dit Trump quand il dit la Russie est affaiblie par l'Ukraine, par la mauvaise économie, par ses pertes très nombreuses. Exactement. Il est affaibli quand même. Exactement. Et c'est vrai que moi, je lisais ça. Alors, je disais, en vérité, il y a eu 1 million de morts. Vous vous rendez compte? Bien sûr que la Russie est affaiblie par la guerre. Bien sûr qu'elle est affaiblie par la guerre en Ukraine. Mais en même temps, Poutine en sort vainqueur. Ce que je dis depuis 3 ans, d'ailleurs, c'était prévisible. Non. Voilà, donc je dis simplement qu'il faut compter sur l'intérêt qu'a Donald Trump de faire quelque chose d'équilibré. Objection, juste sur un truc, et après, c'est pas la peine d'en discuter parce qu'on n'est pas d'accord. Si, on peut en discuter. L'Ukraine adhère à l'Union européenne. Le projet de Poutine était que l'Ukraine ne soit pas sous protection de l'OTAN. Si 80% de l'Ukraine sont sous protection de l'OTAN d'une manière ou d'une autre, et que la perspective d'intégration de 80% de l'Ukraine, c'est l'Union européenne, il n'a pas gagné la guerre. Il a gagné ses territoires, mais son objectif, c'était de déboulonner un gouvernement nazi. Dixit Poutine. Donc, ne faisons pas une erreur. Les Ukrainiens n'ont pas gagné de reconquérir leur territoire, c'est vrai. Donc, eux non plus n'ont pas gagné la guerre, mais ils peuvent gagner leur souveraineté. Et que Poutine ne voulait pas leur souveraineté. Un mot sur Trump. On a souvent dit il est fantasque, il est imprévisible, etc. Quand on lit sa déclaration du jour, on a au contraire l'impression de quelque chose d'extrêmement pesé, réfléchi. Il y a des méchancetés pour tout le monde. Méchanceté sur la Russie, méchanceté sur l'Iran, méchanceté sur Zelensky. Un mot sur la Chine, un peu neutre. La Chine peut aider. On a l'impression qu'au contraire, il est extrêmement calculé. Il entre au pouvoir de façon très calculée. Et bien sûr, il est tout sauf idiot. D'ailleurs, on n'arrive pas là comme ça en étant un débile mental. C'est pas vrai. Bon, avec toute la trajectoire qui précède. Donc, il est tout sauf idiot. Et encore une fois, je pense que les anti-Trump fanatiques confondent la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Pourquoi il est délirant dans la conquête? Il faut bien voir que ça lui a réussi. Donc, c'est pas pour rien qu'il est menteur ou délirant dans la conquête. C'est parce que c'est la réalité du peuple américain qui vote pour lui. Je n'y
peut rien. C'est ça le peuple américain. Enfin, pas tout le peuple américain. Et là, on l'a dit, tout le monde l'a compris. Le peuple américain, il est mais totalement divisé en deux. Il y a aucun point commun entre un démocrate juif new-yorkais et un pecno du Middle West qui vote Trump. Voilà. Et donc ça, Trump l'a compris. Donc il joue là-dessus dans la conquête du pouvoir avec tout ce qu'il faut faire pour. Mais vous savez, souvenez-vous de Chirac qui avait dit à Marie-France Garot, c'est elle qui l'avait rappelé, ma capacité, ma mauvaise foi et ma capacité à mentir vous surprendra. Ben c'est ça, Trump, c'est la même chose. Et Chirac était un spécialiste de la différence entre la conquête et l'exercice. Mais une fois qu'il est là-haut, comme il est tout sauf idiot, il sait très bien quel est son véritable intérêt. Et là, je pense qu'on va voir sur la question ukrainienne quelque chose de plutôt positif. Dany ? Non, mais moi, oui, on verra. Moi, je crois que internationalement, le problème, c'est qu'il dit en même temps qu'il peut aussi sortir de l'OTAN, donc il fait du chantage sur l'OTAN. Et ça, c'est aussi. Pardon, si les Européens ne payent pas leur dû, il dit pas. Si c'est ce que je voulais dire, Monsieur le média. Il dit pas qu'il veut. C'est pas une menace gratuite. Il dit il faut qu'il paye. Camarade Darius, je veux finir ma phrase. Allez-y. Il ne paye pas. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est d'un chantage. Enfin, on verra. On verra ce que fait Trump. Trump arrive en allant à Notre-Dame et Luc a expliqué pourquoi Musk a doublement sanctifié Trump parce que lui-même, il est venu à la messe à Notre-Dame, donc tout va bien pour les chrétiens. Alors Dany, regardez cette image. Sanctifié par Notre-Dame. S'il vous plaît, regardez cette image. Vous dites sanctifié. Est-ce que c'est le sacre de Trump et de Musk ? J'aimerais que vous commentiez l'image qui va suivre. Et là, c'est une des plus partagées sur les réseaux sociaux où on voit Musk qui passe devant. Ah, d'abord écoutons Joe Biden qui parle. Voilà. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient après 13 ans de guerre civile en Syrie et plus d'un demi-siècle de régime autoritaire brutal, le régime de Bachar al-Assad, les forces rebelles ont contraint Bachar al-Assad de fuir son bureau et le pays. Nous ne sommes pas sûrs de savoir où il est, mais certains disent qu'il est à Moscou. Enfin, le régime de Bachar al-Assad est tombé. Ce régime a brutalisé, torturé et tué des centaines de milliers de Syriens innocents. C'est ici un acte de justice. C'est une opportunité incroyable, historique à saisir pour le peuple syrien, pour bâtir un avenir meilleur pour leur fier pays. C'est également un moment de risque et d'incertitude. Nous attendons de voir ce qui va se produire et les États-Unis vont travailler avec nos partenaires et les différentes parties prenantes en Syrie pour les aider à saisir cette opportunité, pour gérer les risques. Pendant des années, l'Iran, le Hezbollah et la Russie ont soutenu le régime de Bachar al-Assad. Mais ces dernières semaines, ces trois soutiens se sont effondrés, car ces soutiens sont bien plus faibles aujourd'hui que lorsque je suis entré en fonction. Vous vous souvenez pourquoi ? Après, le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre. Le monde a répondu. Les supplétifs iraniens ont décidé de s'attaquer à Israël. C'était une erreur de leur part. Aujourd'hui, le supplétif principal de l'Iran, le Hezbollah, est à présent effondré. Il y a à peine 12 jours, j'ai parlé du cessez-le-feu avec le Liban. Un accord qui n'a été possible que parce que le Hezbollah a été réduit en poussière. En parallèle, le Hamas a également vu ses forces disparaître. Les capacités militaires de l'Iran sont affaiblies. L'Iran a essayé à 2 reprises d'attaquer Israël. Les États-Unis et une coalition de pays ont défendu Israël contre ces attaques. Tout cela pour éviter que l'Iran et ses supplétifs continuent à soutenir le régime d'Assad. Voilà pourquoi son régime s'est effondré. L'Ukraine, soutenue par les alliés des États-Unis, ont lutté contre les forces russes et ont infligé de lourdes défaites à l'armée russe. Les conclusions. Pour la première fois, ni la Russie, l'Iran ou le Hezbollah n'ont pu défendre cet atroce régime syrien. C'est le résultat des différents
victoire de l'Ukraine, entre autres, contre ses forces, avec le soutien sans faille des États-Unis. Ces 4 dernières années, mon administration a suivi une politique très claire concernant la Syrie. Premièrement, dès le début, nous avons exprimé clairement le fait que les sanctions contre Al-Assad resteraient en place jusqu'à ce qu'il mette en place un processus démocratique. Cela a été étayé par une résolution du Conseil de sécurité. Mais Assad a refusé. Nous avons donc continué à exercer ces pressions et à infliger ces sanctions. Deuxièmement, nous maintenons une présence militaire en Syrie pour lutter contre Daesh, pour lutter et avec le soutien de partenaires sur le terrain. Nous avons pu éliminer des dirigeants de Daesh et nous assurer que jamais Daesh puisse reprendre le pouvoir dans ce pays. Troisièmement, nous avons soutenu les différentes actions avec différentes parties prenantes. Lorsque c'était nécessaire, nous avons utilisé la force militaire pour protéger les forces armées américaines. Notre objectif est de transformer le Moyen-Orient grâce au soutien de nos partenaires, grâce à des sanctions et à la diplomatie et à des interventions militaires ciblées lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour le peuple syrien et pour toute la région. À l'avenir, les États-Unis vont faire la chose suivante. Premièrement, nous allons soutenir les voisins de la Syrie. Je vais m'entretenir avec les dirigeants de la région dans les jours à venir. Nous aurons de longues discussions. Et j'enverrai des responsables de notre administration pour négocier sur place. Deuxièmement, nous allons garantir la stabilité dans le pays. Nous allons protéger toutes nos missions. Notre mission contre Daesh sera maintenue. La sécurité des centres de détention où des soldats de Daesh sont retenus prisonniers. Nous savons que Daesh va essayer de profiter de cette situation, profiter de ce vide pour rétablir ses forces et créer un refuge. Cela ne se passera. Les forces armées militaires ont mené des frappes très ciblées, des frappes aériennes en Syrie en ciblant les camps de Daesh et les centres de commandement de Daesh. Troisièmement, nous allons travailler avec tous les groupes syriens, y compris dans le processus d'un pays indépendant, un pays indépendant et libre, avec une nouvelle constitution, un gouvernement qui sert les Syriens, un gouvernement choisi par les Syriens. Les États-Unis feront tout ce que nous pouvons pour soutenir le pays avec une assistance humanitaire et pour aider le pays à se redresser après cette décennie de guerre civile et de brutalité. Enfin, nous resterons vigilants. Ne vous méprenez pas. Certains groupes rebelles qui ont renversé Assad ont commis de terribles choses. Aujourd'hui, ces chefs rebelles font de grandes déclarations, mais nous allons nous assurer que ces déclarations se traduisent en action. Et nous allons également nous occuper des Américains en Syrie, ceux qui y vivent, ainsi qu'un otage pris enlevé il y a 12 ans. Nous restons engagés à le ramener chez nous. C'est la plus belle opportunité d'une génération pour les Syriens de forger leur propre avenir sans cette opposition. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour un Moyen-Orient plus sûr, où nos amis sont en sécurité, où nos ennemis sont contenus. Et il serait catastrophique de voir un autre tyran prendre la place de ce tyran renversé. Nous attendons de la part des différentes parties prenantes en Syrie qu'elles travaillent à un processus démocratique. Ces derniers jours ont été historiques. Et les jours à venir détermineront l'avenir de ce pays.
Nous allons avancer avec force, avec détermination. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu protège nos soldats. Merci. Voilà cette déclaration du président des États-Unis où on pouvait comprendre dans ses paroles et dans ses allusions évidemment la satisfaction de voir l'atroce régime, il a utilisé ce mot, l'atroce régime de Bachar tomber, mais aussi la crainte potentielle d'une puissance des islamistes. Ça reprenait il n'y a pas grande glose à faire là-dessus, tout à fait les deux points que vous soulignez tout à l'heure, Dany, vous aussi. Hein. Oui. Biden dit la même chose que moi, il a l'espoir de démocratie. Plutôt comme toi, oui. Il pense que le peuple syrien va pouvoir s'exprimer, ce que je ne crois pas un millième de seconde. Mais il a quand même... je ne sais pas si c'est la traduction, mais il a dit qu'il allait soutenir les voisins, la Jordanie, l'Iran. Donc, ce qui veut dire, alors c'est encore un lapsus, mais en tout cas, dans la traduction qu'on a entendue, il était prêt à soutenir l'Iran, ce qui est évidemment, là, il est quand même complètement gâteux, quoi. Oh, d'accord. Ok. En tout cas, moi, je voudrais finir sur Notre-Dame. Alors l'image, remettons l'image, Dany, si vous permettez. On l'a vu l'image. Mais arrêtons-nous un instant, Dany. Attendez. Arrêtons-nous un instant à cette image. On a tout de suite fini. Non, on a du temps. Avec vous, on a tout le temps, Dany. Ne vous inquiétez pas. 8 heures, il a dit. Ne vous inquiétez pas, Dany. Remettons l'image et j'aimerais bien vous poser une question là-dessus. C'est au fond. D'accord, à moi. À vous. Je ne vois que vous êtes vraiment mon chouchou. Je laisse mon temps de parole. Voilà, je préfère lui, vous à vous. Bon, l'image où on voit Elon Musk qui est là, dans la cathédrale, dans Notre-Dame de Paris. Cette image tellement symbolique, elle a été tellement partagée. Qu'est-ce que vous y lisez ? Alors c'est Donald Trump et l'homme le plus riche du monde, qu'est Elon Musk. Est-ce que c'est la puissance américaine ? Ou en même temps, est-ce que c'est un hommage à la vieille Europe, comme disait Rumsfeld, qui quand même... Trump et Musk ont tenu à être là, à Paris, hier soir, invités par Emmanuel Macron, et quand même l'Europe, par son héritage culturel, par ce qu'elle représente, etc., c'est quand même encore quelque chose. Non. Enfin, on a dit oui. que c'était Dany. Non, c'est pas ça, non. Oui, alors... Allez-y, Dany, c'est à vous, Dany. Il n'y a pas que Musk et Donald Trump. Hein. Partout dans le monde, et je vois en Allemagne, tout le monde est stupéfié de la rapidité de la reconstruction de Notre-Dame. Et Notre-Dame, je dirais, c'est un patrimoine universel. C'est évidemment cette cathédrale, mais c'est aussi Victor Hugo, c'est Quasimodo. Ça fait partie du patrimoine civilisationnel avec toutes ses dérivés culturels. Et donc, Trump et Musk et le président allemand et je sais pas la reine machin et le roi machin et ça viennent, c'est pour reconnaître cette dimension d'universalisme que représente la France. Je l'avais déjà ressenti comme cela à l'inauguration des Jeux Olympiques, la fascination de cette inauguration qui avait vraiment frappé partout dans le monde, c'est ça. On a l'impression que même si la France ne va pas très bien en ce moment, il y a dans le monde un besoin de cet universalisme français, et c'est pour ça que un Trump, un Musk se dit c'est un moment historique où on doit être. Mais le moment historique est défini par ce que représente dans l'imaginaire civilisationnel non seulement la cathédrale, mais toute l'histoire autour de Notre-Dame. C'est pour ça que je dis Notre-Dame, c'est Victor Hugo, c'est Quasimodo, c'est Gina Lollobrigida, c'est ça l'histoire de Notre-Dame pour les gens. Allez, arrêtez, c'est Anthony Quinn. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je comprends qu'ils étaient là. C'est tout. Je fais pas une critique. Je dis, si en plus ils ont envie d'être sanctifiés, qu'ils le soient. Si ça leur fait du bien, moi j'ai rien contre. Oui, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, à savoir que c'est quand même un symbole de la chrétienté. Trump pense qu'il a été sauvé directement par Jésus, et puis il y a eu 60 000 donateurs, et il y a ce que dit Dany. Mais il y a
quelque chose de plus que Dany a évoqué, mais je voudrais y insister, c'est que, en fait, toute l'histoire de la franc-maçonnerie, parce qu'au début, les francs-maçons, c'est pas le Grand Orient ou les autres obédiences. C'est pas ça au début. Ce sont les francs-maçons, c'est-à-dire les maçons libres, c'est le compagnonnage. Et vous avez, et au fond, cet artisanat qu'on retrouve aujourd'hui et qui a permis à cette cathédrale de retrouver toute sa beauté en 5 ans, cet artisanat, c'est unique au monde. C'est ça, l'artisanat français. Ça veut dire que vous avez là les plâtriers, les sculpteurs, les peintres, les couvreurs, les charpentiers, les ébénistes, les verriers. Tout ça, ça vient de cette construction et ça ne s'est pas perdu. Ça vient de la construction des cathédrales. Alors après, ça a donné la franc-maçonnerie qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je suis pas franc-maçon, je le dis tout de suite, mais je suis franc, mais pas maçon, comme disait l'autre. Voilà. Mais c'est cet artisanat, il est unique au monde. Là, on a vu, c'est incroyable, sous l'égide de ce général Georgelin, qui malheureusement est mort aujourd'hui dans un accident bête. Il n'y a pas d'accident intelligent. Bon, mais ça a été le maître d'œuvre de cette reconstruction. Mais on a vu, c'est incroyable. Et moi, si j'étais à la place de Macron, bon, c'est bien de recevoir les chefs d'État, mais je ferais une autre cérémonie, puisqu'il adore les cérémonies, avec ces artisans, parce que c'est formidable le travail qu'ils ont fait. Il les a salués. Oui, mais il faut les inviter. Il faut faire une cérémonie pour eux. Vous avez, et je termine avec ça, je laisse la parole à Dany, vous avez un magnifique numéro du Figaro Magazine où on voit la qualité du travail. Ils ont fait une magnifique enquête où on voit aussi ces peintres, ces sculpteurs, ces artisans, ces ouvriers, parce qu'il y a des artistes, des artisans, des ouvriers, et tout ça est un héritage, cet artisanat français qu'on n'a pas perdu depuis la construction des cathédrales. Et je crois, Dany, que même l'Allemagne n'aurait pas été capable de faire ça. C'est vrai. Absolument. Mais c'est ce que je discutais cet après-midi avec des copains. Je suis absolument d'accord. Mais ce qui a été intéressant, c'est que ce savoir-faire français, en même temps, pour cette reconstruction, s'est internationalisé. C'est-à-dire il y a des ramifications allant vers l'Italie, vers comment faire, parce qu'eux aussi, ils ont une certaine expérience. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que la proposition de Luc est très bonne, d'inviter tous ces artisans, ceux qui ont participé en Italie, il y a en Grande-Bretagne, je ne sais pas exactement, donc de dire voilà, la France sait faire quand les gens, quand ils veulent, et si les politiques savaient faire, eh bien je vous jure que la France irait mieux. Sur la force de la culture, l'Europe ne représente plus en termes d'influence coloniale, économique, militaire, etc. ce qu'elle a été, mais on voit effectivement que Musk, qui est fasciné par l'histoire romaine et fait sans arrêt des comparaisons avec l'Empire romain, qui est fasciné par la vie de l'Europe, même Trump, on disait qu'il s'en ficherait de l'Europe. Non, son premier voyage réservé à l'invitation d'Emmanuel Macron. Très joli coup d'Emmanuel Macron au passage. Est-ce que malgré tout l'Europe a de beau reste ? Est-ce que c'est l'occasion de rappeler que la culture européenne va continuer à rayonner bien au-delà, disons, de son relatif recul de puissance? L'Europe d'aujourd'hui, parce que bon, il y a toute une histoire de l'Europe depuis la création de la chrétienté notamment, donc et puis même avant avec le judaïsme. Bon, mais l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'héritage des Lumières, c'est l'héritage du XVIIIe siècle, c'est l'héritage des encyclopédistes représentés merveilleusement. Pour moi, c'est le plus grand de tous par Victor Hugo, que citait à juste titre Dany tout à l'heure à propos de la cathédrale. Mais qu'est-ce que c'est que cet héritage des Lumières ? C'est l'invention de la science, et ça, Elon Musk, il le sait. Parce que c'est quelqu'un qui admire la science. Or, c'est l'Europe qui invente la science moderne. Contre la religion. Newton, voilà. Il y a eu des scientifiques avant, notamment en Chine, des mathématiciens en Grèce. Mais la science moderne, c'est-à-dire la chimie, la physique, c'est l'Europe. C'est Newton, c'est Lavoisier. Bon, l'Europe, c'est l'émancipation des femmes et c'est les droits de l'homme. Voilà. Et ça, évidemment, c'est ce qui est en difficulté aujourd'hui dans le Sud global, qui déteste cette Europe des Lumières, globalement, pas tout le Sud global, fort heureusement. Le Brésil ne nous déteste pas, l'Argentine non plus. Mais il y a un vrai risque, et là, alors pour le coup, je rejoins ce que disait Dany tout à l'heure sur la fragilité de la démocratie. Le Sud global, globalement, c'est le cas de le dire, n'aime pas cet héritage des Lumières, que nous adorons, toi comme moi. Moi j'irais même un peu plus loin. Moi, je crois qu'il y a une fascination pour exactement ce que vient de décrire Luc sur l'Europe des Lumières, oui. Les droits de l'homme, la science, c'est en fait la base
de la démocratie, de l'émancipation de l'être humain, pour pas dire l'homme en oubliant les femmes. C'est ça, c'est l'être humain est capable de tout. Et cette définition laïque de la vie, c'est exactement cette histoire européenne qui n'a pas été facile, qui s'est passée par des révolutions sanglantes, des contradictions dans les sociétés, et ce désir de cette histoire qu'a donnée l'Europe ou a proposé l'Europe au reste du monde, c'est à l'Europe de prendre conscience de sa capacité, de son identité culturelle qui lui permettrait justement de surmonter les difficultés économiques que nous connaissons. Nous en avons la capacité, voilà, c'est tout. Et ce que démontre aujourd'hui, par exemple, la reconstruction de la cathédrale. Et que c'est pas ma tasse de thé, moi j'y vais jamais, mais je trouve que c'est bien fait. Moi, voilà, moi non plus. Mais il faut bien comprendre, pour aller dans le sens de Dany, que la science moderne, donc disons la physique de Newton pour aller à l'essentiel, c'est le premier discours universaliste, parce que le principe de la gravitation universelle, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, pour les riches comme pour les pauvres, pour les aristocrates comme pour les roturiers, pour les Italiens, les Chinois, les Français, les Allemands, les Anglais, de la même manière. C'est le premier discours universaliste dans l'histoire de l'humanité. Moi, je suis allé voir Rachida Dati à sa demande pour lui dire le ministère de la Culture doit s'occuper avant toute chose de la revalorisation de la culture scientifique. Sans la culture scientifique, il n'y a pas d'esprit critique. On va rentrer dans un monde de deepfake et de jumeaux numériques où on ne saura plus jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Et l'effondrement de la culture scientifique, Dany, c'est la chose la plus préoccupante qui soit aujourd'hui en Europe. C'est l'effondrement de la démocratie qui va avec. Les événements en cours. Nous sommes à Damas avec nos envoyés spéciaux. Écoutez d'abord François-Xavier Ménage à Damas. Les rebelles prennent possession au fur et à mesure du centre-ville. Ce qui est marquant, c'est d'abord de voir effectivement des centaines de vêtements militaires qui jonchent le sol ici sur les routes. Ça veut dire que les militaires sont partis très vite. Scène incroyable tout à l'heure, un pick-up de l'armée loyaliste à l'intérieur, des rebelles qui ont donc pris possession de ces véhicules et qui nous disent qu'aujourd'hui c'est une nouvelle Syrie qui démarre. Vous ne croirez pas mon émotion, dit justement l'un des chefs rebelles. À partir de maintenant, on va faire un nouveau travail avec cette idée d'être le plus pacifiste possible. C'est ce qui est dit face caméra. On verra évidemment comment les choses se passent dans un avenir proche. Rien n'est certain, c'est une évidence, car sur la route qui mène cette fois-ci au Liban, on a aussi vu des dizaines de véhicules avec à l'intérieur des affaires, avec des meubles, avec bien sûr des vêtements. Ce sont des Syriens qui, eux, fuient leur pays et qui prennent la direction du pays le plus proche, le Liban, à environ quelques dizaines de kilomètres seulement pour le seul poste frontière qui est ouvert. Et puis vous entendez ces tirs de joie qui se multiplient ici, alors que des lieux stratégiques militaires qui appartenaient au camp de Bachar el-Assad sont incendiés, notamment une base militaire aérienne. Et à l'instant où l'on se parle, eh bien, il y a des rebelles qui nous disent de ne pas tout filmer. Preuve, s'il en est, qu'il y a encore un cadrage qui est effectué par ces hommes qui prennent possession de Damas avec, rappelons-le, une rapidité qui est absolument incroyable aux yeux de tous.